À la campagne, l'obscurité cache plus que le silence. Avant de commencer, si ces histoires réelles vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 expériences troublantes de gens vivant en zone rurale. Des endroits isolés, des maisons solitaires, où l'aide la plus proche est à kilomètres et où, quand la nuit tombe, vous êtes complètement seul. Je m'appelle Pierre et j'ai 47 ans. Je suis agriculteur. J'ai une ferme céréalière en Beauce, dans le Loiret. 150 hectares que ma famille cultive depuis 5 générations. La maison la plus proche est à 12 km. Je vis seul depuis mon divorce il y a 5 ans. J'aime la tranquillité de la campagne, ou plutôt je l'aimais, jusqu'à ce qui s'est passé en mars 2021. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était une nuit sans lune, vers 3 heures du matin. Je me suis réveillé parce que mon chien aboyait. Rex, un berger allemand, normalement silencieux la nuit. Mais là, il aboyait comme un fou, depuis le salon. Je suis descendu, Rex était devant la fenêtre qui donne sur les champs, aboyant et grognant. J'ai regardé dehors. Au loin, dans mon champ de blé, il y avait des lumières, des dizaines de lumières. Petites, blanches, flottant à environ 1 mètre du sol. Elles bougeaient, lentement, en formation, comme une procession. J'ai pensé à des braconniers avec des lampes ou des drones, mais ces lumières ne bougeaient pas comme des lampes normales. Elles ondulaient, flottaient. J'ai pris ma lampe torche et je suis sorti. Rex a refusé de me suivre, lui qui me suit partout. Il est resté dans la maison, grognant. J'ai marché vers mon champ. Les lumières étaient toujours là. Plus je m'approchais, plus je voyais qu'elles n'étaient pas normales. Elles brillaient, mais ne projetaient pas de lumière autour d'elles, comme si la lumière était contenue. Ferme les yeux un moment et imagine, tu es seul. La campagne est complètement noire. Et dans ton champ, tu vois des dizaines de lumières qui flottent, qui bougent avec intention, comme si elles avaient un but. Je me suis arrêté à la limite de mon champ. Les lumières formaient un cercle maintenant, un cercle parfait. Et au centre, quelque chose était en train de se former. Une brume, épaisse, lumineuse. J'ai entendu alors un son, comme des voix, beaucoup de voix, parlant toutes en même temps. Mais je ne comprenais pas les mots, ce n'était pas une langue que je reconnaissais. Les lumières ont commencé à tourner, le cercle tournait, de plus en plus vite, et la brume au centre devenait plus dense, prenant forme. C'est là que j'ai vu les silhouettes dans la brume, des formes humaines, debout. Il y en avait peut-être 20, toutes tournées vers l'extérieur, vers moi. J'ai reculé. Les voix sont devenues plus fortes, plus urgentes. Une des silhouettes a fait un pas vers moi, hors de la brume, et j'ai vu son visage. Ce n'était pas un visage humain, ou plutôt ça l'avait été, mais il était déformé, étiré, les yeux trop grands, la bouche trop large, comme une caricature horrible de ce qu'un humain devrait être. J'ai couru. Je ne suis pas prière de le dire, mais j'ai couru comme jamais de ma vie. De retour à la maison, j'ai fermé toutes les portes, toutes les fenêtres. De ma fenêtre, j'ai regardé. Les lumières continuaient leur rotation. Pendant encore 1 heure, puis, soudainement, elles se sont toutes éteintes en même temps. Le silence total. Le lendemain matin, je suis allé voir mon champ. Au centre, là où les lumières formaient le cercle, le blé était couché. Un cercle parfait de blé couché, d'environ 15 mètres de diamètre. Mais le plus étrange, c'est que le blé n'était pas cassé. Il était plié, courbé au niveau de la tige, sans être endommagé, comme si quelque chose l'avait pressé doucement vers le bas. J'ai fait venir un agronome. Il n'avait pas d'explication. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un animal. Le blé avait été couché avec précision. Je n'ai jamais raconté ça à personne du village. Il penserait que je suis fou. Mais je sais ce que j'ai vu. Et chaque nuit sans lune, je vérifie mon champ, parce que j'ai peur qu'elle revienne. Mais l'expérience de Pierre n'est pas la seule que j'ai entendue de gens vivant en zone rurale. Récemment, j'ai rencontré Marie, une vigneronne de 52 ans en Bourgogne. Ce qui lui est arrivé dans sa cave à vin ancestrale lui a fait comprendre que certains vignobles gardent plus que du vin. Marie possède un vignoble familial près de Beaune. La propriété date du XVIIe siècle. La maison, le chai, les caves souterraines, tout est ancien. Marie vit seule depuis que ses enfants sont partis. Elle s'occupe de tout elle-même. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Tout a commencé en septembre 2020, pendant les vendanges. Marie travaillait tard chaque soir.
Un soir, vers minuit, elle est descendue dans la cave la plus profonde pour vérifier des fûts. Cette cave est très ancienne, creusée au XVIIe siècle. Des murs de pierre, un plafond voûté, des centaines de fûts alignés. Marie était en train de prendre des notes quand elle a entendu quelque chose. Des pas, venant du fond de la cave. Elle s'est retournée. « Y a quelqu'un ?» Les pas ont continué, se rapprochant, lents, réguliers. Marie a pris sa lampe et a éclairé vers le fond. D'abord, elle n'a rien vu, puis une silhouette est apparue entre les fûts. Un homme, très grand, portant des vêtements anciens, une chemise blanche, un gilet, un pantalon qui s'arrêtait aux genoux, des vêtements du XVIIIe siècle. Il marchait vers elle. Son visage était pâle, ses yeux fixes. Laisse un like si tu apprécies et dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu quelque chose de paranormal à la campagne ou dans un endroit isolé? J'adorerais lire ton histoire. Marie a reculé. « Qui êtes-vous » L'homme a continué d'avancer, sans cligner des yeux. Marie est remontée en courant, a fermé la porte de la cave, a poussé une lourde table devant. Elle a passé la nuit dans sa chambre, porte verrouillée. Au matin, elle a appelé son fils. Il est venu de Paris. Ensemble, ils sont descendus dans la cave. Vide. Personne. Mais sur le sol de pierre, il y avait des traces, des empreintes mouillées, comme si quelqu'un avec des chaussures mouillées avait marché. Les empreintes menaient à un mur au fond de la cave et s'arrêtaient là, comme si la personne avait traversé le mur. Le fils de Marie a tapé sur le mur. Il sonnait creux. Ils ont démoli une section du mur. Derrière, il y avait une pièce cachée, petite, et à l'intérieur, un carcueil, ancien, en bois pourri. Ils ont ouvert le carcueil, à l'intérieur des ossements et des vêtements, les mêmes vêtements que l'homme que Marie avait vu. Ils ont fait venir un historien. Il a découvert qu'en 1789, pendant la Révolution, le propriétaire du vignoble avait été tué par des révolutionnaires. Sa famille l'avait caché dans cette pièce secrète pour l'enterrer en secret. Ils ont donné une sépulture appropriée aux ossements dans le cimetière du village, avec une pierre tombale. Depuis, Marie n'a plus vu l'homme, mais parfois, dans la cave, elle sent une présence. Pas menaçante, juste là. Comme si quelqu'un veillait sur le vin, protégeait le vignoble. Marie pense que c'est lui, le propriétaire mort, veillant sur sa propriété, 200 ans après sa mort. Et en parlant de présence qui veille, je dois partager ce qui est arrivé à Jacques, un forestier de 44 ans des Vosges. Dans les forêts profondes, pendant ses rondes nocturnes, il a découvert que certains arbres se souviennent de choses que les hommes ont oubliées. Jacques travaille pour l'Office national des forêts. Il surveille des milliers d'hectares de forêts dans les Vosges. Son travail l'emmène souvent dans des zones isolées. Parfois, il passe la nuit dans des cabanes forestières. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était en novembre 2019. Jacques était dans une cabane isolée, à plus de 15 km du village le plus proche. Une vieille cabane en bois que les forestiers utilisent depuis des décennies. Il était environ 2 heures du matin. Jacques ne pouvait pas dormir. Il est sorti pour prendre l'air. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Pas d'animaux, pas de vent, juste le silence. Puis Jacques a entendu quelque chose, un son rythmique, comme du métal strappant le bois, une hache coupant un arbre. Mais c'était le milieu de la nuit, personne ne coupe d'arbres la nuit. Jacques a pris sa lampe, a marché vers le sang. À environ 200 mètres de la cabane, il a vu une lumière, une lueur orange, comme un feu. Il s'est approché prudemment et a vu une scène qui ne devrait pas exister. Un campement, des tentes militaires, un feu et des hommes. Une dizaine d'hommes en uniforme, mais pas des uniformes modernes, des uniformes de la Première Guerre mondiale. Les hommes étaient assis autour du feu, parlant, riant. Un d'entre eux coupait du bois pour le feu. Jacques s'est taché derrière un arbre, observant. Les soldats semblaient réels, solides, pas translucides ou fantomatiques, juste des soldats autour d'un feu. Toi, tu sentirais ton cœur battre fort. Tu te demanderais si tu rêves, si c'est réel,
Ces hommes, ces uniformes d'il y a plus d'un siècle, là, devant toi. Un des soldats a levé les yeux, a regardé directement vers Jacques. Leurs regards se sont croisés. Le soldat s'est levé, a dit quelque chose aux autres. Ils se sont tous levés, regardant vers Jacques. Jacques a commencé à reculer. Les soldats ont commencé à marcher vers lui, lentement, en formation. Jacques a couru, de retour vers la cabane. Les soldats le suivaient. Ils pouvaient entendre leurs bottes sur le sol forestier. Il a atteint la cabane, s'est enfermé dedans, a regardé par la fenêtre. Les soldats étaient là, formant un cercle autour de la cabane, tous le regardant, sans expression. Puis l'un d'eux a parlé, en allemand. Jacques comprend un peu allemand. « Bleib hier », a dit le soldat. « Reste ici ». Les soldats sont restés là, toute la nuit, montant la garde. Au lever du soleil, ils sont disparus, comme s'ils n'avaient jamais été là. Jacques a quitté la cabane, a cherché des traces. Rien. Pas d'empreintes de bottes, pas d'assandre de feu, rien. Il a fait des recherches plus tard, a découvert que pendant la Première Guerre mondiale, cette zone avait été le site d'un campement allemand en 1915, plus d'un siècle auparavant. Et plusieurs soldats allemands étaient morts dans cette forêt, tués par des partisans français. Jacques pense qu'il a vu leur gadou, coincé dans une loupe, répétant la même nuit, encore et encore, 100 ans après la fin de la guerre. Pour conclure ces récits troublants de la campagne, je veux partager l'expérience de Louise, une vétérinaire rurale de 36 ans qui travaille en zone rurale, en Bretagne. Ce qu'elle a découvert dans une ferme abandonnée lui a montré que certains animaux ne partent jamais, même après la mort. Louise est vétérinaire rurale. Elle s'occupe des fermes dans un rayon de 50 km. Elle est habituée aux urgences nocturnes, aux fermes isolées, à travailler seule. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était en décembre 2022. Louise avait reçu un appel urgent. Une vache en difficulté dans une ferme près de Quimper. L'adresse était celle d'une vieille ferme que Louise connaissait, ou pensait connaître. Elle est arrivée vers 23 heures. La ferme était dans l'obscurité, pas de lumière. Louise a klaxonné, personne n'est sorti. Elle a appelé le numéro qui l'avait contacté. Pas de réponse. Étrange, mais la vache était peut-être vraiment en danger. Louise a pris son équipement, a marché vers la grange. La porte était ouverte. À l'intérieur, elle a allumé sa lampe frontale et a vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. La grange était ancienne, très ancienne, délabrée, comme si personne ne l'avait utilisée depuis des années. Des toiles d'araignée partout, du foin pourri, des stalles vides et cassées. Mais au fond, dans la dernière stalle, il y avait une vache, couchée, respirant difficilement. Louise s'est approchée. La vache l'a regardée avec des yeux étranges, vitreux, vides. Louise a commencé son examen. La vache était froide, trop froide, et son pouls, Louise ne trouvait pas de pouls. Elle a reculé. Quelque chose n'allait vraiment pas. C'est alors qu'elle a entendu les autres animaux, des bruits venant d'autres stalles. Mais ces stalles étaient vides, elle les avait vus. Louise a éclairé autour d'elle et a vu dans chaque stalle vide des animaux, des vaches, des chevaux, des cochons, tous couchés, tous la regardant avec ces mêmes yeux vitreux. Ils n'étaient pas réels, ils étaient translucides, comme des projections ou des fantômes. Louise est sortie de la grange en courant, a couru vers sa voiture, mais avant qu'elle puisse l'atteindre, elle a entendu une voix. « Merci d'être venue ». Elle s'est retournée. Un homme se tenait devant la grange, vieux, portant des vêtements de fermier usés. « Ils ont besoin d'aide », dit l'homme. « Ils sont morts il y a longtemps, dans un incendie, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils attendent que quelqu'un vienne les aider. » Louise ne savait pas quoi dire. « Maintenant vous êtes venus », continua l'homme. « Maintenant ils savent que quelqu'un s'est soucié d'eux, même après toutes ces années. » L'homme a souri tristement. « Je suis désolé de vous avoir fait venir, mais je devais, pour eux. » Puis, il a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Louise a fait des recherches. Cette ferme avait brûlé en 1973. L'incendie avait tué tous les animaux, et le fermier. Il était mort en essayant de les sauver. Louise n'est jamais retournée à cette ferme.
mais elle pense souvent à ces animaux et à ce fermier. 50 ans après leur mort, toujours ensemble, attendant quelqu'un qui se soucie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire quelle histoire vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces récits, partagez la vidéo. À bientôt.